on ne peut pas évoquer de Stihl sans parler d'elle, qui est l'architecte d'origine irlandaise Eileen Gray. Eileen Gray est une jeune étudiante à Londres. Elle est dans la Slade School. Elle est une des premières femmes s'inscrivant dans cette école où l'enseignement est très académique, mais où l'école s'ouvre à des cours destinés aux jeunes filles et des cours destinés aux garçons. Tout le monde est séparé dans l'école, mais néanmoins, l'école est ouverte aux femmes. Là, on la voit photographiée plus tard à Paris. Elle est d'une famille un peu aristocratique, elle est une famille assez aisée. Elle va vouloir échapper au carcan de la famille d'abord en s'inscrivant dans l'école d'art à Londres, puis en arrivant à convaincre à la fois sa famille et ses amis de l'école, dont on va parler, de quitter Londres pour s'installer à Paris. Et on la voit ici, photographiée par la grande photographe américaine, l'élève de Man Ray, Bernice Abbott. Il reste de cette période d'apprentissage, malheureusement, seulement ce dessin, qui est un magnifique nu. Dans cette école, elle se lie d'amitié avec de nombreux jeunes artistes. Par exemple, les membres de cette école qu'on appellera le gnosticisme. Et puis, elle se lie d'amitié avec cette jeune femme qui s'appelle Kathleen Bruce, qui est plutôt, elle, sculpteur, qui, elle, va se marier avec l'explorateur très célèbre Scott. Elle l'accompagne en Nouvelle-Zélande dans une expédition où il va mourir en cherchant à atteindre le pôle sud. Eileen Gray arrive à convaincre tout ce groupe, dont Kathleen Bruce et Wyndham Lewis, le fondateur du gnosticisme, à venir à Paris. On va voir autour d'Eileen Gray, évidemment, des Anglais et des Américains. Eileen Gray a une personnalité très forte, très individualiste, très indépendante. Elle n'acceptera jamais de se faire embarquer dans une école ou dans une domination. Elle participera de manière très latérale, très personnelle au mouvement dont j'ai parlé, par exemple l'Union des artistes modernes, mais elle va être curieuse de tout et s'intéresser à tout. On la voit ici dans son appartement. Elle achète un appartement de 4 pièces rue Bonaparte, au premier étage de cette maison qui donne sur la cour. Eileen Gray va se lier d'amitié avec une autre personne qui s'appelait Evelyn Wild, qui s'intéresse, elle, au tissage. Elles sont dans cette école de Londres, de la Slade School, des apprentissages à la fois de dessin, bien entendu, de peinture, mais aussi d'artisanat. Et avec Wild, elle décide d'essayer de créer des tapis. Elles vont toutes les deux au Maroc, en voyage d'études, et elles vont faire une espèce de voyage dans l'Atlas où elles vont essayer d'apprendre les techniques de tissage des tapis marocains. Et une fois à Paris, elles vont monter un atelier au dernier étage du 17 de la rue Visconti, qu'on voit ici. Et pendant de nombreuses années, elles vont collaborer à la réalisation de tapis avec des laines qui viennent d'Écosse et des techniques de tapis noués. Eileen Gray fait les dessins des tapis et Evelyn Wild s'occupe de gérer la fabrication. Ces tapis ont un certain succès et mettent beaucoup de temps à être rentables. Néanmoins, ils vont permettre à Gray et Wild d'avoir des ouvrières qui travailleront pour la réalisation de ces éléments-là. Donc on voit par exemple ici différents dessins et le tapis réalisé. Les tapis de Gray utilisent à la fois des dessins géométriques, on l'a vu tout à l'heure, et aussi certains dessins de manière un peu humoristique, des dessins graphiques. Là on voit deux tapis s'appelant Blackboard et Centimètre, ou des compositions abstraites, où l'influence de Stihl, évidemment, se fait sentir. Certains tapis sont presque des effets de collage, comme on voit à gauche, à l'inspiration de Braque, par exemple. Néanmoins, Evelyn Wild va lui faire des infidélités avec une décoratrice américaine, avec qui elle va s'associer, qui s'appelait Elizabeth Eyre de Lennox. Elles vont s'associer toutes les deux, elles vont se fâcher avec Eileen Gray et
Gray prendra comme une trahison le fait que Evelyn White l'a quitté pour cette américaine qu'on voit ici en photographie. Gray va développer donc des tapis d'un côté et elle s'intéresse à un autre type d'artisanat qui est la production de lacs. Elle apprend elle-même à réaliser les lacs avec l'aide d'un jeune japonais qui est venu pour réparer des lacs traditionnels lors d'une exposition universelle à Paris et qui finalement a décidé de rester sur Paris et qui va travailler comme artisan pour soit faire des lacs, soit faire des socles pour présenter des objets traditionnels, en particulier des objets africains. On en avait parlé à propos du mouvement Dada, il y a un très grand intérêt pour l'Afrique, chez les écrivains, par exemple, comme André Breton, comme Tristan Tzara, chez les artistes aussi, comme Picasso. Et beaucoup vont collectionner les objets africains, et ce jeune japonais qui s'appelle Seijiro Sugawara va faire les socles pour ces objets. Et il s'associe avec Gray pour faire des objets en lac, qui est une technique qui demande une patience et un travail extrêmement long, en particulier dans le séchage, parce que le séchage des lacs se font par couches successives appliquées de façon très légère, doit se faire dans un milieu humide. Donc Gray met les pièces à sécher dans sa salle de bain, elle fait couler la baignoire toute la nuit pour avoir une atmosphère d'humidité totale. Elle va faire des paravents, elle va faire des objets ici, par exemple une armoire réalisée pour l'architecte Henri Pacon, grand architecte art déco, qu'elle fera en double pour elle-même, une armoire avec des tiroirs qui s'installent dans les trois directions de l'espace. Et puis elle va faire une petite table en hommage au mouvement de Stihl, dont évidemment elle va connaître les œuvres dans les publications de l'époque, mais surtout à l'exposition de 1923 dont on a déjà largement parlé. Donc cette petite table, c'est un hommage à Rietveld finalement et à sa Berlin Chair. Au fond, Gray, qui pendant toute sa période d'avant-guerre, d'avant la guerre 14, est une décoratrice, art déco, faisant des objets extrêmement luxueux pour une clientèle choisie et très riche, va se tourner à travers l'influence des architectes du mouvement de Stihl et du mouvement moderne parisien aussi vers des productions, non pas en série, elle détestera fabriquer en série, mais des productions introduisant des matériaux modernes et une conception moderne du rapport entre le meuble et l'architecture, évidemment lié au Bauhaus. Parmi ces paravents en lac, elle va créer ce paravent qui fera sa célébrité, avec différents modèles, différentes couleurs, et dont elle présentera un agencement dans une exposition à Paris pour un salon, qu'elle va appeler une chambre à Monaco, et qui retiendra l'attention d'architectes hollandais qui l'inviteront à publier son travail en Hollande. Elle recevra des invitations de différents architectes. Ici on voit une carte de Oud qui est étonnante parce qu'elle dit « Chère madame, j'ai vu ce que vous avez fait, est-ce qu'il y a de l'architecture moderne dans votre pays ?» Il est persuadé qu'elle travaille en Irlande. Et lui envoie sa carte en Irlande et quelqu'un la renvoie à Paris. Et finalement, ces architectes hollandais lui proposent, et en particulier Jan Wils, lui propose de publier dans cette revue extrêmement luxueuse dont on a déjà parlé, qui est une revue, un organe de l'école d'Amsterdam, dirigé par Rietveld, mais néanmoins qui s'ouvre à certains architectes un peu plus modernes. Dans cette revue, accompagnée de textes de Jan Wils, on voit ici le courrier à Gray, elle va publier à la fois ses tapis et ses intérieurs. Pour diffuser ses productions, à la fois d'objets, de mobilier, de tapis, de lacs,
elle va, comme beaucoup d'autres ensembliers, vouloir ouvrir un magasin qu'elle va redessiner avec un jeune architecte qu'elle a rencontré et qui devient son compagnon, qui s'appelle Jean Madovici. Elle dessine cette façade de boutique avec une très grande simplicité des menuiseries. Les structures sont habillées de noir, elle est entièrement en noir et blanc. Entre le trottoir et l'espace intérieur, il y a une résille de verre qui couvre une mezzanine qui donne sur le sous-sol de la boutique. Cette résille est réalisée en verre bleu qui laisse à la fois entrepercevoir ce qui se passe en bas et en même temps qui apporte une lumière très étonnante au sous-sol où elle présente également d'autres objets. On voit ici l'intérieur, donc là c'est publié dans Menzingen. L'intérieur avec cet escalier réalisé en 3 éléments de béton qui descendent au sous-sol. Et puis, petit à petit, elle s'intéresse de plus en plus à l'architecture. Elle n'a pas suivi de cours d'architecture dans son école anglaise. Elle n'a pas d'expérience de dessin d'architecture. Elle dessine ses meubles elle-même, mais sur le plan d'architecture, elle est novice. Néanmoins, elle va rencontrer et se lier d'amitié avec une jeune architecte née en Russie. Elle s'appelle Gorska et sa sœur, elle l'incite à se lancer dans la peinture. Elle se fait faire le portrait par un artiste qu'elle trouve pas du tout réussi et elle dit « moi je ferais mieux ». Et au fond, sa sœur lui dit bah, « vas-y, fais mon portrait ». Et elle se met à faire son portrait et effectivement c'est mieux et elle devient peintre. Son prénom c'est Tamara Gorska, elle prend le nom de son mari qui est Lempicka et elle va devenir un des grands peintres de l'art déco, fréquentant le milieu de l'aristocratie, qui sont les clients de tous ces artistes de l'art déco. Elle va aux États-Unis, elle peint la ville américaine, elle est absolument fascinée par New York, d'ailleurs elle terminera sa vie aux États-Unis. Et puis elle a une relation très ouverte à la sexualité, et on va en parler, c'est un des grands thèmes de la période de l'entre-deux-guerres. Ici, on voit des portraits, par exemple, d'une jeune femme qui était en train de poser chez elle dans son atelier avec une pomme, et elle dit « Ah, ça, je vais faire Adam et Ève ». Elle descend dans la rue, elle trouve un gendarme, et il vient poser pour faire ce tableau célèbre d'Adam et Ève. Cette femme va demander à sa sœur d'aménager l'espace intérieur de son appartement qu'elle achète dans un immeuble de Robert Malesherbes, au 7 de la rue Méchin à Paris. Donc, Adrienne Gorska, la sœur, va dessiner dans le détail l'ensemble de cette maison. Et Adrienne Gorska donne des cours, d'une certaine manière, des cours libres à Eileen Gray. Elle lui apprend à dessiner et Eileen Gray et elle vont sur les chantiers. Eileen Gray apprend avec elle la direction de chantier, les dessins techniques, etc. Voilà l'immeuble de Malesherbes, marqué là aussi par ce magnifique escalier en colimaçon qui mène à l'appartement de Tamara Lempicka ici. Vous voyez la porte d'entrée. L'espace intérieur extraordinaire de cet appartement avec le décor fait par sa sœur. La bibliothèque en mezzanine. Bon, il y a eu des changements en fait dans l'intérieur de l'appartement, mais il reste beaucoup de choses. Gorska va faire un immeuble en 1931. On est rue Casimir Pinel, donc cet immeuble, vous pouvez aller le voir si vous le souhaitez, à Neuilly. C'est un immeuble assez grand, les terrasses en loggia et balcon ici, et une sorte de gradinage avec les 2 escaliers qui donnent accès aux appartements en attique. Elle est aussi designer. Voilà des fauteuils de Gorska, évidemment influencés là aussi par à la fois les Hollandais et surtout par le Bauhaus. Elle va se marier avec ce jeune homme qui s'appelle Pierre de Montaut, et ensemble ils vont développer une chaîne du cinéma à Paris. Donc c'est eux qui font les premiers cinéaques, lancés par Reginald Ford, le promoteur du cinéaque.
Ils vont construire des cinémas dans toute la France. Là, on voit des exemples de Marseille. Ils font 3 cinémas à Marseille. Et une des caractéristiques de ces cinémas, c'est évidemment l'extraordinaire présence de la signalétique. Je vais faire une aparté sur l'atmosphère de cette période. Il y a une très forte présence de l'immigration, j'en ai parlé, des artistes de toute l'Europe et des États-Unis. Et surtout, il y a une relation très mélangée entre les différents arts. Les sculpteurs, les architectes, les cinéastes, etc. Par exemple, une des figures de cette époque, c'est cette jeune sculpteur qui s'appelle Fano Massan. Fano Massan va devenir une des figures des nuits parisiennes. Elle est photographiée ici par Man Ray, et elle est un des personnages tout à fait éblouissants de ce magnifique film de Luis Buñuel, Un chien andalou. Dans ce milieu, il y a à la fois des artistes et des écrivains. J'en ai déjà dit 2 mots tout à l'heure. Et parmi ces écrivains, 2 écrivains femmes majeurs qui vont tenir salon à la manière du XVIIIe. Les 2 tenants, les 2 derniers salons finalement parisiens. L'une c'est Gertrude Stein, on va en parler tout à l'heure, et l'autre c'est l'écrivain Nathalie Barney. Nous voici avec Romaine Brooks, également une des grandes amies d'Eileen Gray. Barney habite à Saint-Germain-des-Prés, pas très loin de la rue Bonaparte où loge Eileen Gray, dans un immeuble qui est au 20 de la rue Jacob. Voilà le plan de cet immeuble. On y rentre par une sorte de porche. Ici, au fond, il y a sur 2 niveaux un appartement. Et puis, on accède latéralement à un jardin qui fait partie d'une ancienne propriété. Et au fond du jardin, un petit temple. Et Nathalie Barney, c'est cette jeune femme que l'on voit ici, qui va réunir chez elle, au 20 rue Jacob, une quantité extraordinaire d'artistes, d'écrivains, qui vont tous participer à des fêtes, des réceptions et à des salons, entre guillemets, où Nathalie Barney reçoit tout le monde le vendredi. Gertrude Stein recevant, elle, le samedi. Au fond de son jardin, il y a ce petit temple qui s'appelle Temple de l'Amitié. On l'attribue certainement d'une manière erronée à Adrien Lecouvreur.
le même immeuble, habite ce monsieur qui, lui, est un peu d'un autre caractère, sûrement moins attiré par les fastes de Nathalie Barnet, mais il n'est pas imaginable qu'il n'ait pas fréquenté aussi tous ces gens qui venaient dans son immeuble. Il habite dans l'étage, il s'appelle Le Corbusier, et il va habiter ici très longtemps, puisqu'il va y être de 1917 à 1934. C'est une très très longue période. Là, on est au début de son installation. Après, l'intérieur de son appartement sera un bric-à-brac. Il a un caractère un peu difficile. Néanmoins, la fréquentation de ce milieu des écrivains américains va lui permettre de rencontrer des Américains qui seront ses clients. Et parmi ses clients, il y a la famille Stein, et donc l'autre femme écrivain qui est Gertrude Stein, ici avec sa compagne qui est Alice Tolkas, à qui elle consacre un livre, dans son intérieur qui est, vous le voyez, rempli de tableaux, de Matisse, de Picasso. Et la famille Stein, qui émigre petit à petit à Paris, va commander ce qui sera un chef-d'œuvre de Corbusier d'avant-guerre, qui est la Villa Stein. Là aussi, je vous conseille d'aller visiter. On voit Léo Stein ici dans le jardin bien plus tard. Et un autre Américain, un couple qui à l'origine, au moment où ils arrivent à Paris, sont un peu désargentés. Lui-même est chauffeur de taxi pour gagner un peu sa vie, mais qui finalement récupère de l'argent, se construit une petite maison à Boulogne, qui confie là aussi à Le Corbusier. Il fait partie du cercle des Stein. Et c'est un amateur de voitures, et donc Le Corbusier construit son projet autour de l'accès à la voiture de la parcelle. On est dans un secteur où il y a plusieurs maisons, dont une très belle maison de mon ami Raymond Fischer à côté, et Mané-Savins. Voilà l'intérieur de cette maison. Et puis une autre américaine qui s'appelle Naretta Singer, qui est l'héritière des machines de la coudre de Saint-Ger, et qui se marie avec un Français, le prince de Polignac, et qui va devenir une des grandes dames de la société aristocratique parisienne. Elle confie à Le Corbusier 3 projets majeurs pour ce qu'elle sponsorise, qui est l'armée du salut. Le Corbusier va construire 3 lieux, le palais du peuple ici à Paris, l'asile flottant sur la Seine et enfin la fameuse cité refuge. Le Corbusier, incidemment, à travers ce réseau d'Américains, va tenter d'obtenir des commandes aux États-Unis. Il entre en contact avec des Américains à travers tout ce réseau pour réaliser des conférences aux États-Unis. Et il est accompagné par une jeune femme qui s'appelle Margaret Tjader Rice, qui s'est liée d'abord d'amitié avec sa mère en visitant tout à fait par hasard la maison sur le lac, et qui va servir de guide à Corbu lors de son voyage aux États-Unis en 1935. Non seulement de guide, mais aussi d'amant, puisqu'elle va vivre avec elle toute une histoire d'amour dans une sorte de cabane. Cette présence de la cabane est fondamentale dans l'œuvre de Le Corbusier, et on va voir comment elle croise l'œuvre d'Allégret. Le Corbusier publie un livre méconnu qui s'appelle Une maison, un palais. Dans ce livre, il utilise pour la couverture 2 dessins. D'une part, un dessin qu'il a fait avec Pierre Germanet, sa réponse au projet de la Société des Nations à Genève, et d'autre part, vous voyez au-dessus, un dessin qui n'a, semble-t-il, rien à voir, qui est une sorte de dessin d'une cabane dans les Landes, qui n'est pas un dessin de Le Corbusier, qui est un dessin d'Amédée aux enfants. Cet intérêt pour les cabanes, Le Corbusier la découvre pendant ses voyages, d'une part à la fois dans ses voyages d'Orient, dans les constructions paysannes, et puis tout au long de sa vie, il va s'intéresser à ces constructions très, très pauvres. Là, on voit des cartes postales de sa collection des maisons d'Arcachon.
Et pour Tjader Harris, il va faire une sorte de projet, non pas de cabane, mais de maison à l'image de celle qu'il a fait pour sa mère, avec certainement peut-être une ambition plus grande, d'une maison non réalisée sur le bord du lac Léman. On va voir que tout ça a une importance qu'on découvrira à la fin de cet exposé. Dans le milieu artistique, mondain, etc., arrivent aussi des personnages un peu étranges. Par exemple, l'écrivain irlandais James Joyce participe à ces réunions d'artistes. Et il a une fille qui s'appelle Lucia, qui va danser, on le voit ici photographié par Ben Sabot, au Bal Bullier, qui est un des lieux de spectacle parisiens célèbres, mais qui va souffrir de schizophrénie et qui sera soigné par Lacan. Eileen Gray fréquente ce milieu, au fond sans en être vraiment partenaire. Elle regarde tous ces gens-là avec un regard un peu extérieur, elle reste très réservée. Néanmoins, elle va rencontrer cette jeune chanteuse qui s'appelle Damia. Eileen Gray, à cette époque, elle est dans la quarantaine, Damia a une trentaine d'années, ils ont 10 ans de différence. Néanmoins, elles vont se mettre ensemble sans jamais vraiment s'afficher, hormis des promenades en voiture. Damia et Eileen Gray font dans Paris, accompagnée de son animal de compagnie qui est une panthère noire. Viens, ma gigolette, aux lions nos ennuis. Autre personnalité majeure de ce milieu parisien, ce sont les photographes. À la fois Man Ray, dont on a parlé, qui est un peintre qui se tourne vers la photographie, et les élèves de Man Ray qui sont ici, on voit Bérénice Abbott. Peut-être une des plus extraordinaires, c'est Lee Miller. Une jeune designer, elle aussi extrêmement moderne, extrêmement libérée, on le voit, qui va apporter à Le Corbusier une dimension tout à fait exceptionnelle dans la manière dont elle gère à la fois le mobilier, les espaces intérieurs. Elle travaille essentiellement sur l'espace intérieur, parce que Le Corbusier a toujours cette vision un peu misogyne de l'apport des femmes à l'architecture, et ça le travaillera, on va le voir, toute sa vie. L'équipe et Charlotte Perriand va faire un peu bande à part dans l'agence de Corbu, et Le Corbusier, on sera extrêmement jaloux, et ça produira une sorte de rupture dans leur ensemble. Autre américaine à Paris, et autre amie de Le Corbusier, entre guillemets, c'est Josephine Baker, dont on imagine mal le succès qu'elle peut avoir dans cette période, et qui va fasciner aussi Le Corbusier. Le Corbusier va aller la voir en spectacle à Paris, il va la dessiner d'ailleurs, et il la retrouvera lors de son voyage en Amérique latine, on en parlera dans les second semestre. Il va la retrouver et entretiendra des liens très étroits avec elle lors de son voyage de retour. Josephine Baker est pas seulement cette danseuse, c'est aussi une personne engagée socialement, engagée aussi au moment de la guerre. Et elle est extrêmement moderne, extrêmement, vous voyez, ouverte à
technique exactement comme Eileen Gray, qui va passer son permis de conduire, qui va conduire même sa voiture, qui va se passionner pour l'aviation, qui va participer à des meetings et même voler dans le sud de la France avec des aviateurs pionniers et voler pendant ses voyages en Amérique latine également. À un moment donné, elle rencontre ce jeune homme qui est là aussi plus jeune qu'elle, qui est un architecte d'origine roumaine, qui s'installe à Paris avec un compagnonnage avec un autre de ses camarades qui s'appelle Christian Zervos. Les deux sont intéressés par les grands changements des activités artistiques parisiennes. Banovici et Zervos sont aussi évidemment intéressés à l'architecture, surtout Banovici par sa formation. Et ensemble, ils vont vouloir faire connaître et diffuser des productions de l'art, plutôt pour Zervos, et de l'architecture plutôt pour Banovici. Les deux vont vouloir fonder des revues. Christian Zervos va fonder une revue fondamentale ici à Paris qui s'appelle Les Cahiers d'Art, qui va présenter à la fois de l'art antique, traditionnel, Zervos est grec d'origine, mais aussi de la peinture moderne. Évidemment, Picasso, Zervos ce sera le grand diffuseur de l'œuvre de Picasso, et l'ensemble des artistes modernes, Léger, etc., Matisse, bien entendu, mais aussi des architectes. Le Corbusier publiera dans les Cahiers d'Art. Et de son côté, Banovici va vouloir fonder une revue. Il va arriver à convaincre un éditeur qui s'appelle Albert Morancé de faire une revue d'architecture luxueuse qui se présente sous forme de feuillets indépendants dans des portfolios. Cette revue s'appelle L'architecture vivante. Vous voyez la sorte, on est dans le premier numéro, c'est le credo de la revue. Cette revue sera publiée de 1923 à 1933 et elle sera extrêmement importante pour Eileen Gray parce que, d'une part, Eileen Gray va participer en tant que collaboratrice de Banovici. Elle aide à compiler les articles. Certainement, elle aide à la composition des numéros, sans être nommément citée par Banovici, mais surtout, elle est une extraordinaire école. La revue elle-même est une école d'architecture pour Eileen Gray. Elle voit dans la publication tout ce qui se fait dans les avant-gardes européennes, et y compris dans les pays de l'Est par exemple, et plus que ça, elle accompagne Banovici dans les voyages qu'il fait en Europe pour rencontrer les architectes. On voit ici le numéro sur la Hollande, il y aura des numéros sur l'Allemagne, etc. Et puis, Banovici est très ami avec Le Corbusier qui utilise l'architecture vivante comme tremplin pour faire connaître son œuvre. Et Banovici va publier 8 numéros que l'on voit ici successivement, entièrement consacrés et uniquement consacrés au développement de l'œuvre de Le Corbusier. Un de ces numéros, le dernier, que vous voyez à droite, est consacré à l'œuvre plastique qui comporte des sérigraphies des dessins de Corbusier, des publications, des photographies de ses peintures. Banovici va faire 3 numéros très importants sur les avant-gardes russes qui feront connaître en France et en Europe les développements majeurs produits en Union soviétique dans cette période. Banovici a envie de faire une sorte de petite colonie d'artistes dans la petite ville de Vézelay, en Bourgogne, où il achète petit à petit des maisons un peu en ruine qu'il va retaper et pour lequel il fait appel à Eileen Gray. Eileen Gray va l'aider à refaire l'aménagement intérieur de ses maisons. On voit ici par exemple une grande baie ouverte dans une des maisons avec un balcon au porte-à-faux. Et Banovici invite à Vézelay
ses amis peintres, et en particulier il demande à Fernand Léger, on est en 1934, il demande à Fernand Léger de réaliser dans la cour d'une de ses maisons une fresque, une peinture qui, la cour était sombre et sans ouverture sur le paysage, donc il va créer un paysage intérieur, et Fernand Léger crée cette fresque absolument sublime, extrêmement colorée, et dont vous voyez que la perspective est très, très trouble, de façon à briser l'effet de masse du mur. Vichy dessine différentes maisons pour certains clients. Là, on voit les dessins de Vichy, pas les dessins d'Aline Gray. Il y a évidemment une influence de Le Corbusier, un peu maladroite, mais néanmoins présente. Et Le Corbusier, Léger et lui passent un certain nombre de vacances dans ce site de Vézelay. Le Corbusier, vous le savez, est à la fois architecte et peintre. En tant que peintre, il a été formé par Amédée aux enfants, il a écrit avec Amédée aux enfants des livres théoriques sur la peinture après le cubisme et la peinture moderne, deux ouvrages très importants. Et Padovici va demander à Le Corbusier, lui aussi, de faire une fresque. On le voit ici en train de réaliser cette fresque sur un mur haut qui est situé dans une de ces fermes qu'il restaure. Et voilà la fresque. On n'est pas du tout dans la même optique que Fernand Léger. On est presque dans un... C'est de très grande dimension. On est plus dans un tableau agrandi que dans un travail comme le faisait Léger de démolition de la perspective. Padovici et Aline Gray vont, pour leur ami Christian Zervos, vont leur faire aussi l'aménagement de leur propre maison qui s'appelle la Goulotte, toujours à Vézelay. Donc les Zervos viennent en vacances et finalement décident d'acheter cette grande maison. Et Aline Gray va la transformer et elle crée dans cette maison, dans cette ferme, des espaces intérieurs par des grandes mezzanines suspendues et des aménagements extrêmement sobres, mais d'une très grande beauté. Et elles ouvrent des fenêtres dans la charpente et dans la façade, des fenêtres en longueur donnant la vue sur le paysage. Elle fera plus tard pour Padovici un petit appartement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle paye tout ça elle-même.